de la radio d'Itunga. S'asseoir en applaudissant le professeur. Bonjour tout le monde. Yoyo Yenou. Yoyo Kabiti. Gandanjika Oye. Gandanjika Wabilono. Oye. Ça c'est ma ville natale. Je suis très fier d'être ici, c'est ma ville natale. Monsieur l'administrateur du territoire de Nanajica, Monsieur le préfet de l'Institut Polaris Saint-Georges en école, Mesdames et Messieurs les organisateurs de cette conférence, étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs de la presse, chers membres de ma famille, vous êtes venus nombreux dans cette salle, je vous salue. Distingués invités et participants en vos titres et qualités respectifs, mes chers compatriotes congolais. Je voudrais, avant de commencer, remercier pour la tenue de cette conférence l'administrateur du territoire de Nanajica et son équipe qui nous font l'honneur de nous accueillir dans ce beau cadre de la salle de conférence Monseigneur Tarsis Chimabutishu, un natif de Nanajica à qui je voudrais rendre un vibrant hommage pour ses services inoubliables à la nation congolaise. Je voudrais aussi sincèrement vous remercier tous d'être venus nombreux pour échanger avec moi aujourd'hui. Je suis content de voir dans cette salle beaucoup de personnes avec qui j'ai vécu et grandi pendant mon enfance à la Nanajica. Mon intervention portera sur la proposition de la loi Tchani face au principe de l'exclusivité contenu dans la Constitution. C'est-à-dire, nous avons parlé des défis, des opportunités et des perspectives. Mais je parlerai aussi brièvement de ma vision pour la RDC, connue communément comme étant le plan Marshall de Benjamin de la Constitution de développement de la RDC. Et j'ai aussi développé un mini plan Marshall pour le Grand Kasaï que je vais annoncer pour la première fois aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs de Nanajica, c'est ma ville natale. J'ai grandi et étudié à Nanajica au Collège Saint-Georges, aujourd'hui appelé Institut Polaris. Je garde d'excellents souvenirs de ma ville natale, qui est la terre de mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents. Du côté de mon père, Abena Diana, et du côté de ma mère, Abena Kassé. Je porte la Nanajica dans mon cœur chaque jour. Et je le ferai désormais beaucoup plus régulièrement dans Nanajica, où il faut très bon vivre. Le climat est très doux. Il n'y a pas de moustiques. Le calme est total. Et la population est très accueillante et disciplinée. Je suis fier d'être originaire de Nanajica. Mes très chers compatriotes, tout le monde se plaint aujourd'hui que ça ne marche pas du tout dans notre pays. Nous voulons les changements. Nous voulons la rupture par rapport à la mauvaise gouvernance politique et économique et aussi par rapport aux antivaleurs qui minent la société congolaise au sol. Nous devons arrêter la continuité du mal et opter obligatoirement pour le changement qualitatif de notre population sur tous les plans.
Nous devons lutter contre les antivaleurs qui minent notre pays aujourd'hui. Et pour lutter contre les antivaleurs, il n'y a pas d'autre secret que de restaurer l'état de droit avec toutes ses fonctions régaliennes. Pour combattre les antivaleurs et instaurer la bonne gouvernance politique et économique dans notre pays, les dirigeants de la RDC, à tous les niveaux, devront se soucier de faire transiter l'être humain, c'est-à-dire le citoyen congolais, vers sa pleine citoyenneté par l'éducation aux vertus et aux principes de la République. Nous devons restaurer l'état de droit pour permettre à chaque Congolais de vivre d'après les principes qui sont socialement acceptables et d'après les lois qui s'imposent à tous et à toutes sans exception. La bonne gouvernance politique et économique est une œuvre humaine, donc perfectible à tout le monde. Pour l'instaurer dans notre pays, nous devons commencer par mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et le tenir responsable de ses actes. Pour ça, il faut des hommes et des femmes qui soient 100% loyaux au pays et à la population et qui soient en mesure de défendre publiquement la souveraineté nationale. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, personnellement, je suis très préoccupé par la misère de la population congolaise et le niveau du sous-développement de notre pays. Nous sommes très sous-développés. C'est pour ça que je renouvelle encore ma proposition du plan Marshall de Noël Tchad pour la reconstruction et le développement de la RDC comme étant la vision globale de développement pour pacifier tout le pays, lutter contre les antivaleurs, promouvoir la bonne gouvernance, développer le capital humain par des investissements massifs dans l'éducation et la santé, promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Comment? Par la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, créer des infrastructures de base par la création de 244 villes et villages modernes à travers toute la République. Je reviendrai là-dessus plus tard quand on aura la session de questions-réponses. Et industrialiser et diversifier l'économie nationale, promouvoir un système financier moderne et robuste, restituer la Banque centrale du Congo à une véritable autorité monétaire de régulation et doter le pays d'une monnaie nationale crédible, tout en mettant fin à ce fameux phénomène de dollarisation de l'économie nationale. Pour le Grand Kassai, il faut un mini-plan Marshall pour stopper l'exode des Kassaïens vers d'autres provinces en créant les conditions d'une croissance économique accélérée dans les 5 provinces issues du démembrement du Kassai oriental et du Kassai occidental. Ce mini-plan Marshall pour le Grand Kassai est estimé à 15 milliards de dollars pour les 5 prochaines années et comprend les composantes suivantes. 1. Une aide humanitaire nationale et internationale urgente pour secourir les plus démunis et arrêter les zones Kassaïens vers d'autres provinces. 2. Des enclavements intérieurs par la construction des 3 autoroutes reliant les 5 provinces du Grand Kassai qui sont lesquelles? Kassai oriental, Kassai central, le Mani et le Sambo. Quelles sont ces 3 routes principales que nous devons construire pour désenclaver le Grand Kassai? La première route va de Monaditu, Lubunda, Ganajika, Mujimai, Kananga, jusqu'aux frontières avec l'Angola. La deuxième route va de Chilengi, Katanga, Kabinda, Lubao, Kimanyema. Et enfin, la troisième route va de Mujimai, Kabeyakamanga, Lac Mungava, Kimbelenge et Lusambo. Je ne parle pas des petites routes que nous avons aujourd'hui. Je parle d'autoroutes, c'est-à-dire 3 bandes qui vont comme ça et 3 bandes qui reviennent comme ça. Comme faisant partie de ce mini-plan Marshall pour le Kassai, la solution au problème éternel d'eau et d'électricité de la sous-région par la construction des barrages de Kafungu, des barrages hydroélectriques de Kafungu, de Katende, de Tchala et de Mouchi. Mouchi, c'est tout à Kabila. 4. La relance de l'économie par la réhabilitation
de la plus grande compagnie du Grand Kassai, la LIBA, en lui donnant véritablement les moyens dont elle a besoin pour recommencer les activités. Et la récréation des entreprises d'antan, telles que la Cotongo ou la Commission à la Gifra et la Vitesse, l'usine de traitement d'huile de palme et ses dérivés, ainsi que la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, pour faire une industrie agroalimentaire complète dans le Grand Kassai. 5. La relance de l'industrie pétrolière et minière. Il y a du pétrole dans le Grand Kassai, il y a des minéraux ici. Nous devons les exploiter pour faire créer du travail pour les gars. La construction de villes et villages modernes. Je reviendrai là-dessus. La construction des marchés publics modernes dans chacune des villes du Grand Kassai. Marché public, Zando, Tissalou, là où on peut vendre, acheter des biens. Il faut qu'on puisse moderniser ça. J'ai visité hier la nuit le marché central de la Chine. C'est déplorable. Nous devons détruire, reconstruire un marché moderne pour qu'il y ait de bonnes conditions pour ceux qui travaillent dans ce marché-là. Mais c'est seulement pour la salubrité des nourritures que nous devons acheter là-bas. 9. La mise en place des mécanismes d'assainissement de la ville, y compris la voirie urbaine. Et enfin 10. La mise en place des mécanismes de financement congolais de l'économie, incluant entre autres la création des banques de développement et des banques commerciales pour la RDC. Les banques de développement ouvriront des domaines spécialisés tels que le financement de l'habitat, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'industrie. La mise en œuvre de ce mini-plan Marshall pour le Grand Kassai remettra l'économie sur la voie du développement durable et créera des opportunités dans la sous-région, non seulement pour les Kassai, mais pour tous les Congolais, sans distinction. Mesdames et messieurs, la finalité de mon plan Marshall pour la reconstruction du développement de la RDC au niveau national est de développer le pays et d'éliminer la pauvreté dans laquelle vit la population congolaise aujourd'hui. Le coût total actualisé du plan au niveau national après la COVID-19 compte environ 50 programmes cohérents et bien organisés pour sortir la RDC sous le développement et en faire un pays émergent en l'espace de 15 ans. Le coût total de ce plan est estimé à combien? 1000 milliards de dollars sur 15 ans pour faire progresser le PIB par habitant de 450 000 dollars aujourd'hui à 15 000 dollars au moins en 15 ans. Et tout en créant au passage des emplois et des opportunités pour tous les Congolais et en améliorant le standard de vie de tous nos citoyens. Je suis convaincu personnellement de ceci est tout à fait possible. Vous savez pourquoi? Parce que l'impossible n'est pas congolais. Mais nous ne pourrons pas réaliser ce rêve-là si la RDC arrivait à perdre sa souveraineté. Nous ne pourrons réaliser ce rêve que si la RDC continue à rester un pays souverain dont le destin se trouve dans les mains de ses filles et de ses fils, tous ensemble. Mes chers compatriotes congolais, pour préserver la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, la cohésion nationale et la paix durable, je propose que la fonction de président de la République démocratique du Congo soit réservée aux Congolais nés de père et de mère congolais d'origine. La Sainte Bible donne l'instruction suivant laquelle la royauté ou la présidence du pays ne peut pas être donnée à un étranger. Deutéronome le dit clairement au chapitre 17, verset 15. Donc, la loi Jani, que j'ai sponsorisée, que j'ai initiée, trouve son essence et sa justification dans cette instruction divine. La suite logique du verrouillage d'accès à la présidence exige la même portée de la nationalité au dauphin constitutionnel du président de la République, c'est-à-dire le président du Sénat. Le verrouillage doit aussi ouvrir les postes de souveraineté nationale, qui sont lesquels? Le président de l'Assemblée nationale, le haut commandement militaire, le haut commandement du commissariat général de la police nationale, le directeur général de l'immigration,
l'administrateur général de l'Agence nationale de l'enseignement, les hauts magistrats de la République, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire les affaires étrangères, l'intérieur, la défense, la justice et les finances, les gouverneurs des provinces, le gouverneur de la Banque centrale du Congo et le président de la Commission électorale nationale indépendante. En plus, il nous faudra appliquer les mêmes dispositions aux épouses et aux époux et tous les postes de souveraineté verrouillés. Au total, une centaine de postes à verrouiller sur une population estimée à 107 millions d'habitants. Ce n'est pas de la discrimination, mais de la clairvoyance pour protéger le pays contre les infiltrations étrangères pouvant compromettre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, beaucoup de compatriotes ont compris les enjeux du fait de l'infiltration au sommet de l'État et dans toutes les institutions de la République depuis plusieurs décennies maintenant, et ils soutiennent cette proposition de loi. Mais comme il faut s'y attendre dans une démocratie, quelques compatriotes s'y opposent en avançant comme argument d'une part que la loi proposée serait discriminatoire. Pourquoi? Parce qu'elle écarterait quelques Congolais ou certains candidats potentiels aux élections de 2023. Et d'autre part, qu'il y a des sujets plus importants et plus urgents sur lesquels on devrait s'attarder, notamment la misère dans laquelle vit la population congolaise aujourd'hui. Je tiens tout de suite à répondre à cette dernière préoccupation en vous rappelant que c'est pour cette raison-là, pour faire face aux préoccupations des misères et des pauvretés de la population congolaise, que j'ai aussi proposé le plan Marshall de l'ONG pour la réconciliation et le développement de la RDC, mais aussi le mini-plan Marshall pour le Grand Kasaï que je viens d'annoncer aujourd'hui. Chers compatriotes, ma proposition de loi est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'elle porte sur un aspect crucial de la vie de notre pays, c'est-à-dire l'accession aux plus hautes fonctions de souveraineté du pays. Ma proposition de loi ne porte pas sur les conditions d'acquisition des pertes ni de recouvrement de la nationalité congolaise. On ne va arriver à la nationalité congolaise à personne. Elle ne change donc rien à la nationalité de ceux qui sont congolais actuellement, quelle que soit leur catégorie. La nationalité congolaise, elle est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Qui est considéré comme congolais? Un congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques, dont les personnes et le territoire constitué ce qui est devenu le Congo présentement, la République démocratique du Congo à l'indépendance. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, outre le verrouillage de haute fonction de la République, j'ai également proposé la révision de l'article 10 de la Constitution. Quel est l'article 10 de la Constitution? Cet article dit ceci: la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité, pour permettre aux Congolais ayant acquis une nationalité étrangère de recouvrir la nationalité congolaise d'origine que personne d'entre nous ne doit perdre. Nous sommes nés Congolais, nous vivons Congolais, nous mourrons Congolais et nous serons enterrés Congolais. Sur le territoire national, tout Congolais devra se soumettre au pouvoir congolais sans aucune possibilité d'évoquer une quelconque immunité du fait de la détention d'une nationalité étrangère. Mais au vu de l'histoire la plus récente, il sera prudent d'exclure la double nationalité avec les pays voisins de la RDC, et en particulier ces pays-là qui ont eu des velléités d'occupation ou d'agression de la RDC. Le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise permettrait à 10 millions de Congolais, soit 10% de notre population, de recouvrir la nationalité congolaise d'origine qu'ils avaient perdu du fait de l'exclusivité de la nationalité congolaise contenue dans la Constitution sous la forme actuelle. Notre pays, la République démocratique du Congo, gagnerait beaucoup en récupérant tous ces compatriotes qui se trouvent être des ressources humaines de qualité bénéficiant
d'une bonne éducation et des qualifications professionnelles dont la RDC a grandement besoin pour son développement. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, depuis 1996, les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda ont été rejoints sur le sol congolais par celles du Zimbabwe, de la Namibie, de l'Angola et de tous les pays du monde venus dans le cadre des opérations de maintien de la paix avec la MONUC et plus tard, jusqu'aujourd'hui, avec la MONUSCO. Et actuellement, il est encore question de faire intervenir sur le sol congolais des soldats de la force militaire régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Ces soldats étrangers se sont accouplés ou s'accouplent encore avec les Congolais et les Congolais. Acceptons tous ces enfants-là comme étant des Congolais. Ils ont droit à tout dans notre pays. Ce sont nos enfants. Sauf que, pour des raisons de souveraineté nationale, nous devons restreindre l'accès à la présidence de la RDC aux fonctions de souveraineté en les réservant exclusivement aux Congolais, nés de père et de mère congolais. Ceci nous éviterait l'infiltration au sommet d'État à travers des compatriotes qui auraient des loyautés partagées entre la RDC de leur mère et d'autres pays étrangers de leur père ou vice-versa. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, ma proposition de verrouillage des fonctions de souveraineté porte essentiellement sur les conditions d'accès à la fonction de président de la République, c'est-à-dire sur les critères qui doivent être remplis pour être candidat au poste de président de la République et aussi aux fonctions de souveraineté nationale. Pour le moment, ces critères sont définis par l'article 72 de la Constitution qui dispose ce qui suit. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans ou moins. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civiques et politiques. Et enfin 4. Ne pas se trouver dans un état d'exclusion prévu par la loi électorale. Il convient de souligner que ma proposition de verrouillage vient apporter une condition supplémentaire, voire additionnelle, qui est de limiter l'accès à la présidence de la RDC aux Congolais nés de père et de mère, eux-mêmes Congolais d'origine. Il est important de relever que ce critère additionnel vise à protéger l'intérêt national, la souveraineté nationale, la fonction suprême qui est celle de président de la République, en évitant l'infiltration au sommet de l'État et en préservant la fierté d'être Congolais et d'être dirigé par un Congolais comme nous, c'est-à-dire quelqu'un qui ressemble au Congolais. Dans beaucoup de cas, dans beaucoup de pays, il y a des dispositions qui protègent l'intérêt national et qui empêchent n'importe qui d'accéder à la magistrature suprême. De telles dispositions existent dans d'autres pays tels que le Cameroun, la Zambie, le Togo, le Gabon, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Burkina Faso et la Turquie. Et il existe aussi dans les grandes démocraties telles que les États-Unis d'Amérique où n'importe quel Américain ne peut devenir président des États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, donc, il faut être né sur le sol américain, comme Barack Obama, Bill Clinton ou John F. Kennedy. Par contre, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, ou l'ancien secrétaire d'État Madeleine Albright, ou même l'ancien gouverneur de l'État de Californie, Arnold Schwarzenegger, tout en étant tous les trois pleinement des Américains, ils ne peuvent prétendre à la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas un des critères fondamentaux pour être président, celui d'être né sur le sol américain. Je tiens à préciser que ma proposition de loi est personnelle et ne vise aucun individu. Même si la loi est discriminatoire par nature, ma proposition n'est pas plus discriminatoire que des lois similaires dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que partout dans le monde, il y a des critères d'éligibilité.
Ces critères sont déterminés et discutés à l'avance, et dès qu'ils sont adoptés par le Parlement et promulgués par le président de la République, ces critères s'appliquent à tout le monde, sans distinction, sans exception et sans discrimination. C'est ainsi que dans la plupart des pays, il y a par exemple le critère de l'âge. En France, par exemple, pour être candidat au poste de président de la République française, il faut avoir au minimum 18 ans. Par contre, ici à la République démocratique du Congo, on exige du candidat à la présidence d'avoir 30 ans d'âge au moins. Mais est-ce qu'on peut parler dans ce cas de discrimination par rapport aux Congolais qui n'ont pas encore l'âge de 30 ans et qui voudraient devenir président de la République? La réponse est non. En RDC aussi, la loi électorale détermine par exemple le montant de la caution à déposer pour tout candidat aux élections présidentielles, avec l'exigence de caution de 100 000 $ par candidat, dont exclut environ 99,9% des Congolais qui ne peuvent pas réunir ce montant de 100 000 $ pour être candidat à la présidence de la République. Même s'ils veulent le devenir, s'ils n'ont pas d'argent, ils sont éliminés. Mes chers compatriotes de la jeunesse, est-ce que maintenant la proposition de loi est opportune? Est-ce que c'est le moment de faire passer cette loi? Voilà la question se pose. La réponse est oui. La proposition de loi est opportune. C'est maintenant qu'il faut la faire passer. Pourquoi? Parce que lorsque la souveraineté des pays est menacée, il n'y a pas meilleur moment d'agir immédiatement, car si le risque identifié d'infiltration au sommet de l'État se matérialise, c'est ça trop grave pour sauver notre pays. L'insécurité entretenue à l'Est de la RDC par l'armée rwandaise, déguisée en rebelle du M23, qui demande d'être brassée ou d'être intégrée dans les institutions de la République, montre clairement la volonté du Rwanda et d'autres pays voisins de nous infiltrer pour porter atteinte à notre souveraineté. Ne nous laissons pas faire. Nous demandons au FARDC à l'armée de la RDC de pourchasser ces critères jusqu'à leur dernier retranchement au Rwanda et éventuellement de nous ramener ce qui les envoie pour qu'on puisse le juger ici au Congo et le mettre dans la carrière. Mes chers compatriotes de la Constitution, la proposition de la Tchani a été endossée et présentée à l'Assemblée nationale par le député national d'Ansini Olusegun Bichou, dont je salue le professionnalisme, le nationalisme, le patriotisme et l'intégrité. La proposition de loi est actuellement au niveau de l'Assemblée nationale. Honorable Zingi l'a défendue avec brio, en partie dans la dimension portant sur l'éligibilité aux fonctions de souveraineté dans le cadre des discussions portant sur la loi électorale. Mais au moment approprié, choisi par le bureau de l'Assemblée nationale, notre proposition de loi sera débattue en plénière par les députés nationaux avant de procéder au vote comme ça est coutume dans une démocratie. Mais l'inclusion de notre proposition dans la loi électorale implique une modification simultanée de certains articles de la Constitution, et j'ai parlé tout à l'heure de l'article 10 et 72. Ce qui n'est pas possible actuellement, pendant que le pays se trouve en état de siège et en guerre contre le Rwanda. Mais rassurez-vous, dès que l'état de siège sera levé et la guerre terminée, l'on procédera à la révision constitutionnelle et à l'inclusion des exigences de notre proposition de loi dans la loi électorale de la Constitution. Et j'espère que ça interviendra au plus tard lors de la session parlementaire de septembre 2020. Mais je vous demande déjà d'être très vigilant. Si par malheur, par hasard, on arrive en 2023, il y a élection et la loi n'est pas encore adoptée, vous devez garder à l'esprit tous ceux qui se montrent hostiles à cette loi, ce sont des étrangers. Il faudra voter pour eux. Si ma proposition de loi est adoptée, la RDC ne prendrait plus de risques de donner la magistrature suprême et d'autres fonctions de souveraineté nationale à des personnes dont le cœur, le sang
l'allégeance et la loyauté sont ailleurs à défaut du corps physique dans notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, je n'ai pas inventé la roue en proposant cette loi sur le village d'accès à la présidence de la RDC et à certaines fonctions de souveraineté. Autrefois, ce verrouillage a existé dans notre pays à travers la loi numéro 84/001 du 20 janvier 1984 portant organisation de l'élection du président du mouvement populaire de la Révolution, président de la République du Zaïre, qui disposait à l'article 7 d'être né de père et de mère zaïrois pour être candidat à la présidence du mouvement populaire de la Révolution et président de la République du Zaïre. C'est ainsi que les gens comme Léon Ouadondo ne pouvaient pas se présenter aux élections présidentielles. Nous pouvons aujourd'hui voir cette disposition qui était initiée par le président Mobutu Sese Seko être reprise dans certaines lois, notamment la loi sur la Banque centrale du Congo, en son article 40, qui stipule que le gouverneur de la Banque centrale du Congo doit être congolais d'origine, né de père et de mère congolais d'origine. Si la Banque centrale a fortiori celui du président de la République, il doit être congolais de père et de mère congolais d'origine. Le maréchal Mobutu Sese Seko, quelles que soient ses erreurs de gouvernance et de gestion du pays, il est unanimement reconnu par les Congolais comme celui qui a su sauvegarder l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. À tous seigneurs, tout honneur. Et de tous les 5 présidents de la RDC de 1960 à ce jour, tous ceux qui étaient des pères et des mères congolais ont commis des erreurs de gouvernance ayant ruiné le pays sur le plan du développement économique et social. Mais ils ont tous le mérite de nous avoir légué un pays de 2 345 000 km². Ils ont su protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale malgré les velléités de l'organisation entretenue et soutenue par les pays voisins. Et pour ça, je voudrais leur rendre un vibrant hommage. Mesdames et messieurs, contrairement à la campagne de diabolisation et de mensonges entretenus par les détracteurs contre moi sur les réseaux sociaux, je suis insulté tous les jours. Il convient de signaler qu'il n'y a rien de xénophobe, de nazis, de séparatistes, de sécessionnistes, de racistes, de tribalistes, d'anti-Délicata, d'anti-métis, d'antisémites, d'anti-juifs ou d'anti-albinos dans la proposition de loi dont il est question ici. Tous les Congolais, quelle que soit leur catégorie, ils sont mes compatriotes et je les aime tous profondément et je ferai tout pour que chacun d'eux soit protégé et vive en paix et en sécurité dans notre pays. Et je ferai même tout pour que chacun s'épanouisse comme il se doit et juste de tous ses droits civiques, politiques, économiques, culturels et humains dans notre pays. Les restrictions que je propose à l'égard de cette loi, elles sont bonnes pour le pays et pour chacun d'eux. Tous les Congolais ont quelque chose à gagner de la loi que je propose. Étant donné que la souveraineté nationale est un bien précieux sans lequel la RDC cesserait d'exister en tant que pays. Faisons donc le nécessaire pour protéger notre patrimoine commun tout en le préservant pour les générations futures. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs l'administrateur du territoire de la nation, pour terminer, les Congolais sont en droit de rêver d'un Congo meilleur par rapport à celui que nous avons aujourd'hui. Nous avons le droit de rêver du bonheur dans notre propre pays, à l'instar d'autres peuples du monde, comme les Américains, les Français, les Belges, les Japonais, les Sud-Africains, les Chinois. Nous sommes à même de changer notre destin commun et de faire mieux dans ce Congo qui a tant fait pour moi et m'a tout donné. Mon rêve est celui de chaque Congolais et de Congolais. Le rêve congolais est que pour un Congo meilleur, on ne doit pas émigrer à l'étranger, on doit rester chez lui au Congo. On doit y vivre en paix et en sécurité, en toute tranquillité,
car nul n'est mieux ailleurs que je sois. Le rêve pour la jeunesse congolaise est d'étudier au Congo dans les bonnes conditions, pour acquérir des connaissances permettant d'être compétitifs par rapport aux autres citoyens du monde, devenus un village planétaire aujourd'hui. Le rêve est d'avoir des soins médicaux de haute qualité en RDC et de vivre mieux et le plus longtemps possible. Le rêve congolais est de trouver du travail bien rémunéré en RDC après avoir terminé ses études et s'acheter une maison et une voiture avec son salaire gagné à la sueur de son front. Le rêve est de rouler dans sa voiture sur des autoroutes allant des Goma à Manajika, des Sakagna à Zongo, des Lissada à Beni, des Goma à Kibuti, des Lodja à Mouchibai, des Rumachi à Kinshasa ou des chez soi où on se trouve à n'importe quel coin de la République. Le rêve est de manger à sa faim, de nourrir et d'habiller sa famille dignement, d'acheter des produits fabriqués en RDC sur base des matières premières congolaises. Le rêve est de restaurer l'intégrité territoriale, l'état de droit et la justice de manière à vivre en toute sécurité n'importe où dans le pays, sous la protection, pas d'un MONUSCO, mais d'une police et d'une armée et des services de sécurité dans lesquels les citoyens congolais ont confiance. Le rêve est que la RDC cesse d'être la République des fils et des filles à papa, où l'ascension sociale s'est fait stagner et de façon héréditaire. Le rêve est que notre pays redevienne la République démocratique du Congo, où la promotion sociale est basée sur la méritocratie et où tout le monde a une chance égale de s'épanouir dans la société. Et finalement, le rêve congolais est que la RDC retrouve sa dignité, sa respectabilité et celle de l'Ouest. Notre rêve commun en tant que Congolais est de créer au cœur de l'Afrique un pays plus stable, plus prospère, plus équitable, plus beau et plus fort qu'avant. Mais même avec la bonne volonté du monde, personne d'entre nous ne peut réaliser seul son rêve congolais. Nous ne pourrons réaliser le rêve congolais qu'en nous mettant et en travaillant ensemble comme citoyens d'un pays indépendant et souverain, dirigé par qui? Par l'un d'entre nous, car l'union fait la force et crée des synergies. Et c'est pour réaliser le rêve congolais, avec la participation de tous les Congolais et de toutes les Congolaises, que je vous demande de soutenir la proposition de Loïc en verrouillant l'accès à la présidence de la République et aux fonctions de souveraineté nationale et en adoptant le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine qui redonnerait à notre pays toutes les ressources humaines de qualité éparpillées à travers le monde. Nous devons perdre les Congolais. C'est en privilégiant l'intérêt collectif que nous bâtirons un pays où il fait bon vivre partout, un pays qui donne des chances égales à chacun et à chacune de nous, sans exception et sans discrimination, conformément aux vœux et à la vision du parti Cédric Lumumba et d'autres martyrs de l'indépendance qui ont été assassinés pour notre souveraineté nationale. Mesdames et messieurs, la juge. Que vive la République